Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter mon tout premier podcast sur cette chaîne qui est La Psy de la famille. Aujourd'hui, on va parler de postpartum. Le nom de cet épisode va être La parole aux daronnes. Le postpartum entre amour, douleur et surtout tabou. Je m'appelle Émilie, je suis psychanalyste, spécialiste du développement de l'enfant et je fais également des thérapies familiales et conjugales. Je fais également de l'accompagnement pré- et postnatal. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux merveilleuses femmes qui sont des professionnelles, mais aussi des mamans. Manon, je te laisse te présenter. Enchantée. Oui, donc moi c'est Manon, je suis accompagnatrice périnatale et je fais du coup tout ce qui est massage femme enceinte, massage postnatal, resserrage du bassin, mais aussi plein d'ateliers pour les enfants. Et je suis aussi du coup maman d'un bébé qui a 19 mois. On compte encore en mois à 19 mois. Ouais, en fait, je sais jamais s'il faut compter en mois ou en... Parce que je disais, moi, à partir de 12 mois, je ne compte plus en mois. Non. C'est pas obligé. Clairement, c'est pas possible. Alors, je me suis mis une autre limite. À 24 mois, je ne compte plus en mois. On verra à 24 mois. Et toi, Mira, je te laisse te présenter. Alors, moi, c'est Amira. Je suis coach grossesse et postpartum, enfin maternité et postpartum. J'accompagne les mamans dans leur transition, dans toutes les phases, et pour se reconnecter à elles-mêmes, à accepter et s'adapter avec la nouvelle identité de maman. Et je suis aussi maman de 2 enfants, 5 ans et 2 ans. Voilà. Et le but du podcast d'aujourd'hui, ça va vraiment être de libérer la parole des femmes, de parler du postpartum sans tabou. Je rappelle qu'il y a quand même 25% de femmes qui font une dépression postpartum. C'est peu connu, mais il y a aussi 5% d'hommes qui font une dépression postpartum. Donc ça peut vraiment toucher beaucoup de gens qu'on connaît, que ce soit notre mère, notre sœur, nous-mêmes en tant que femmes, mais ça peut également toucher des hommes. Je rappelle également que la dépression postpartum et le taux de suicide en maternité est la première cause de mortalité. Il y a une femme qui met fin à ses jours toutes les 3 semaines en France et je trouve ça donc vital et très important d'en parler. Tout simplement parce que les études ont prouvé que 90%, ce qui est énorme, 90% de ces suicides-là auraient pu être évités avec un bon accompagnement professionnel. Donc moi déjà les filles, je vais vous poser une question. Si je vous dis postpartum, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Pleurs. Pour moi, c'est plein d'émotions qui se mélangent entre incompréhension, t'arrives dans ce monde-là, tu connais pas trop. Enfin, moi, du coup, j'ai qu'un enfant, donc je suis passée de mon état de couple à un état de parentalité avec un autre bébé à s'occuper tous les jours, etc. Donc moi, c'est plein d'émotions qui sont en même temps, donc fatigue, pleurs, joie, effectivement, hein, mais qui met du temps à s'affirmer. Ouais, c'est plein d'émotions à la fois. Et toi, Mira, il y a un truc qui t'a marqué en particulier? Moi, c'est changement. Parce qu'en fait, avant de mettre Amira Menganem sur les réseaux, j'avais mis co-changement. C'est coach en changement. Tellement il y a des changements. Changement effectivement émotionnel, changement dans l'identité, dans le couple, dans le rythme de vie, dans le regard, que ce soit à soi-même ou de l'extérieur sur nous. Donc, il y a tellement de changements en si peu de temps. Et c'est peut-être ça qui complique les choses pour les mamans, ce que tu disais tout à l'heure, ce qui crée l'incompréhension en fait. Et parce que c'est très condensé en fait. Il y a trop de choses en même temps. Moi, je pense que informer, c'est déjà soigner en fait. À partir du moment où on va lever le voile un peu sur tous ces tabous-là, et, finalement, on se sentira moins seul. Moi, en tout cas, ce que je m'étais dit, quand je me dis postpartum, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est solitude. Je me suis jamais sentie aussi seule en postpartum alors que j'étais entourée. Enfin, il y avait mon mari, j'avais ma famille, j'avais des amis. Mais pourtant, quand il faut se lever la nuit, t'es seule. On va parler, on a dit qu'on levait les tabous, voilà. C'est parti. C'est parti, allons-y les filles. Donc, les gars, ils vont en prendre pour leur regard, je le sens direct. Non, mais quand tu vas faire pipi et que ça te brûle et que t'es en larmes, t'es seule et puis t'es là et tu te dis, mais on m'a jamais dit ça en fait. Ouais, on n'a jamais prévenu. Genre, on t'a jamais prévenu que t'allais te trimballer autant en couche aussi longtemps. Tu vois, on t'a pas prévenu que t'allais perdre tes cheveux par poignées comme ça et puis ta féminité, elle prend une claque parce que ton corps a changé, tu rentres plus dans tes vêtements. Enfin, il y a tout un chamboulement auquel on n'est pas préparé. Et je trouve pour le coup que les réseaux, c'est vraiment à double tranchant.
T'as soit la partie réseau qui idéalise la maternité, mais c'est génial, j'ai jamais ressenti un bonheur pareil et tout. Je rigole quand je dis ça parce que mytho. On sait que tu mens là en fait. Arrête de faire genre t'as des points de suture saucisson, d'accord voilà. Mais à côté de ça, je trouve aussi qu'il y a quand même des podcasts comme on fait aujourd'hui. Amira, comme tu fais sur les réseaux. Manon, on en parle quand même vachement. On fait des ateliers avec des associations, etc. pour justement enlever ces tabous-là. Et il faut vraiment que les femmes comprennent qu'elles ne sont pas seules, en fait. On est majoritairement dans ce cas-là. Aussi, je voulais vous poser une question. Est-ce que en postpartum, vous avez eu une surprise, un truc auquel vous n'étiez pas du tout préparé? Manon, ça t'est arrivé, toi, d'avoir un truc que tu n'avais pas du tout préparé en postpartum? Moi, je dirais sur 2 aspects. Physique, moi, on m'avait pas dit effectivement la pesanteur. Je ne connaissais pas ce mot en moi. Alors, la pesanteur, tu sais ce que c'est, hein. Mais en fait, en moi, je savais pas ce que c'était. On m'avait jamais prévenu qu'après un accouchement, tu as cette sensation de pesanteur qui est horrible parce que tu as l'impression que tes organes vont sortir de toi-même. Donc, la pesanteur, vraiment, je n'ai pas été prête à ça. Et la famille. Je sais pas si on va en parler par la suite, etc. Mais la famille m'a donné beaucoup trop de conseils et d'avis sur mon physique, sur quelque chose qui sont très très importantes sur les femmes qui viennent d'accoucher, les femmes en général, et auxquelles je n'étais pas prête parce qu'en fait on m'avait pas dit attention, la famille risque de dire des choses, donc sois hermétique à tout ça et essaye de pas les écouter, etc. Donc voilà, sur 2 aspects, autant la famille ça revient beaucoup, ça. que le physique, quoi. Et toi, Amira? Je suis tombée sur une vidéo avant d'accoucher, sur une dame qui montrait son ventre gonflé comme si elle est enceinte et elle disait que c'était post-accouchement. What? Ouais, le ventre vide. Tout de suite, je prends la photo et j'envoie à ma copine qui a accouché à un moment. Je dis, est-ce que c'est vrai ça? Elle me dit oui et ça peut rester même 1 mois ou plus. Et en fait, elle m'a préparée psychologiquement et j'ai montré ça à mon mari. Il me dit ah bon, enfin on savait pas en fait, tous les deux au même niveau. Effectivement, quand j'ai accouché, j'ai gardé ce ventre gonflé pendant 1 mois ou plus. Et heureusement que je m'étais préparée, même si j'avais vu, c'est quand même une surprise parce qu'on se dit peut-être pas moi. Et au final, j'avais gardé ce ventre gonflé pendant longtemps. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, on va dire que la surprise postpartum, c'était aussi du coup le traitement que me faisaient les autres. C'est-à-dire que quand j'étais enceinte, j'avais l'impression que tout le monde était trop gentil avec moi. Je me rappelle, alors en plus j'ai un exemple, mais vraiment, on était invité à un anniversaire donc à quelqu'un de notre famille et donc j'étais enceinte, c'était quelques semaines avant que j'accouche et du coup j'avais eu la plus belle part de gâteau avec le petit truc en chocolat avec écrit joyeux anniversaire, la fraise et tout, machin et tout, j'étais trop contente. Et puis 3 mois après, anniversaire d'une autre personne de notre famille, donc toujours les mêmes membres, la même personne qui coupe le gâteau et là mon gars elle me dit oh, mais toi, tu viens d'accoucher, donc je te donne une petite part. Quoi? Et après, moi, je me dis, t'es sûre que t'en veux aussi? Et j'étais là, et en fait, j'étais choquée parce que je me disais, mais en fait, j'ai fabriqué un humain, je l'ai sorti, excuse-moi, c'est pas rien. Bien sûr que je veux du gâteau, en fait, mais je devrais en avoir encore plus qu'avant. Oh là là. Et en fait, je trouve que ces traitements-là, il est dur. Quand t'es... Même, tu vois, quand j'étais enceinte, alors moi, j'ai une belle grossesse, donc je sais que c'est pas le cas de tout le monde et tout, mais par exemple, quand tu vas dans un magasin, t'es prioritaire à la caisse. Quand t'as accouché, tu l'es plus. Ouais. Et ça, c'est un truc aussi qui m'avait vachement choquée parce que j'ai des souvenirs de mon fils en train de hurler tout bébé parce que c'est l'heure de manger et qu'il y a du monde en caisse et tout machin, que toi, t'es là avec encore tes points de suture, tout est mal parce que ton corps est endolori au possible. Et puis, t'attends et tu peux rien faire d'autre. Et là, en fait, alors déjà qu'enceinte, c'est rare qu'on te laisse passer, mais alors là, je vais te dire, tu peux t'accrocher, quoi. Waouh. Ouais, je me rappelle que ça, c'était un truc qui m'avait quand même vachement marqué. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous, il y a eu des changements au niveau de votre corps qui vous ont marqué plus que d'autres? Amira, est-ce que toi, il y a quelque chose sur ton corps, à part ton ventre, du coup, après, qui t'a marqué plus que d'autres? La poitrine. Ah oui. L'allaitement. Oui, parce que tu as allaité, du coup. Ok. Ouais, j'ai allaité. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu les cours d'allaitement avant et les ajustements ou réajustements de ma sage-femme pendant, parce qu'en fait, c'est 2 trajectoires. On peut vriller facilement en fait vers où j'ai mal, les crevasses, tout ça, ou
d'être accompagnée et d'avoir vraiment un process qui démarre bien. Et malheureusement, beaucoup tombent, enfin des mamans que je vois en consultation, en fait, selon comment elle a accouché, parce que des fois, elle s'attendait à un scénario, donc voix basse ou bain, ou je sais pas, un fantasme sur comment on veut accoucher. Et la réalité, elle n'est pas forcément mauvaise en fait, elle est juste différente. Et en fait, moi, sur le moment, je ne m'étais pas du tout préparée à la césarienne. C'est 1000% voix basse. Le seul conseil que ma sage-femme m'avait dit à l'époque, c'est que je pouvais pousser par les abdos. Et ça m'a sauvée. Parce qu'en fait, quand ils sont venus à 8 cm de dilatation, que je dois passer en bloc, il m'a dit, OK, mon mari, il était là. Il m'a dit, n'oublie pas que tu peux pousser par les abdos. Donc, on continue le travail. C'est pas, sortez bébé, j'ai plus rien à faire. Et là, la maman, elle peut le vivre comme un échec, en fait. C'est bon, j'ai perdu contrôle, je tremblais, OK, mais je suis encore là, en fait. Et justement, le fait d'avoir poussé par les abdos, j'ai accompagné jusqu'au bout bébé. Et tout à l'heure, on parlait des surprises. La surprise, c'est là. En fait, à la sortie de bébé, on était choqués. On la trouvait pas belle, en fait. Mais vraiment, je dis, mais comment c'est possible ça, déjà... C'est bien d'en parler, tu vois, parce qu'en fait, on idéalise encore une fois trop le moment en se disant que notre enfant, il va être parfait, on va l'adorer, forcément, on va l'aimer et tout. Ouais. Non, pas forcément. Et c'est pas la notion de belle ou pas belle qu'on a, nous, dans le jugement des grands. En fait, c'est juste bizarre. Parce qu'en fait, elle a essayé de sortir, du coup, sa tête, elle était comme un ballon de rugby, parce qu'elle elle voulait sortir, elle n'a pas réussi. Et vu tout l'effort qu'elle a fait, elle est sortie violée. Et à la sortie, en fait, de la césarienne, il y avait de la vapeur autour. Donc, c'est un extraterrestre, c'est pas un bébé, ça. C'était pas Halloween, ton accouchement? Oui, mais vraiment, j'ai dit, mais c'est quoi cette couleur? C'est quoi? Mais moi, je voyais quand même, parce qu'avec l'effet de l'hormone chez la maman, c'est pas comme le papa. Oui. Lui, il voyait le sang, les trucs, les détails qu'il me racontait après. Mais moi, c'est quand même ma fille. Il m'a dit, tu veux l'embrasser? Je dis, bien sûr, c'était un bisou chaud et tout. Et lui, il dit, vous voulez embrasser? Après. Il n'a même pas parlé. Elle est toute belle, elle est magnifique. Maintenant, voilà. Non, mais bien sûr. Mais c'est juste, à ce moment-là, c'était choquant pour nous deux, en fait. Mais ça, c'est un truc qui revient vachement, en tout cas, en consultation. J'ai énormément de femmes qui me disent, mais en fait, je comprends pas parce que moi, mon bébé, je l'ai pas aimé tout de suite. Ou j'ai eu du mal à créer du lien. Ou tout le monde m'a dit, tu vas voir, quand on va te le mettre dessus, ça va être le plus beau moment de ta vie, ça va être une explosion. Il y a plein de femmes qui me disent, mais moi, j'ai rien ressenti, en fait. Et en fait, c'est courant. Il faut pas culpabiliser si ça arrive. Je pense que on a quand même suffisamment de raisons de culpabiliser quand on est femme et maman. C'est clair. Donc, si on peut s'enlever celle-ci. Donc, pour rassurer toutes les femmes, c'est quelque chose de normal. En fait, votre cerveau est tellement fatigué à ce moment-là qu'il se dit, là, c'est trop pour moi. Je fais une pause, je me repose. Et là, en fait, tout ce qui est hormones du bonheur, amour, etc., mais là, il est en pause, en fait. Le cerveau, il est juste en mode survie. Il faut que je tienne le coup. Donc, vraiment, ne culpabilisez pas de ça, les mamans, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait commun. Et quand je dis oui, sur les réseaux, on ment et tout, machin, c'est justement autour de tout ça. Quand on dit oui, mais vraiment, mon accouchement, ça a été le plus beau moment de ma vie. J'ai énormément de femmes, et si ce n'est 95% des femmes que je suis en postpartum, qui me disent, mon accouchement est le pire jour de ma vie. Et il y en a plein. Il y en a pas qui te disent, je suis très heureuse d'être mère. J'adore le rôle de maman, mais par contre, mon accouchement, j'ai détesté ça. Et je le comprends totalement aussi. Pour avoir vécu un accouchement quand même très traumatique, je comprends totalement que le fait d'être là, on va être honnête, t'es là, t'es nue, t'es les pattes en l'air, comme ça, t'as des douleurs atroces, t'as un personnel médical qui est pas toujours sympathique, pas toujours bienveillant et qui en tout cas est très souvent débordé, même si c'est pas de leur faute et qu'ils font de leur mieux, n'empêche que toi, t'es là. T'as quand même vachement idéalisé ce moment d'accouchement où t'allais être super heureuse. Puis je crois qu'on a tous quelqu'un autour de nous qui a accouché, genre, tu sais, l'accouchement, c'est pas si dur. Moi, on m'a dit une lettre à la poste. Ouais, c'est ça. Non, mais elle est belle, ta attends, lettre. moi, j'ai une copine à moi qui a accouché 10 jours avant que j'accouche. Et elle me dit, à la fin, j'étais tellement fatiguée que j'ai rigolé et elle est sortie.
Genre, j'ai même plus besoin de voiture. Waouh. Et moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah, peut-être que si je rigole vachement, et bah, ça va être super facile et tout, alors que pas du tout. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont tellement épuisées de leur réaccouchement que quand on leur met dessus, ben, voilà. Et ce lien-là, il se crée pas forcément au début, mais il va se créer avec le temps. Il faut se laisser du temps, en fait, et se déculpabiliser de ça. Et toi, du coup, Manon, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris après au niveau de ton corps, après avoir accouché, ou est-ce que pour toi, tu t'es très vite retrouvée dans ton corps Alors moi, alors c'est un peu pendant et après. Alors moi, depuis petite, j'ai jamais aimé mon corps. J'ai jamais aimé mes formes, enfin voilà, comme beaucoup de femmes en général. Hein. Et du coup, par contre, pendant la grossesse, j'ai adoré mon corps de femme enceinte. Je me suis retrouvée, j'ai commencé à me trouver belle. J'ai vraiment eu ce truc-là et je me suis dit, waouh, c'est fou d'arriver à se trouver beau. Et donc, j'ai aimé mon corps pendant ma grossesse. Et donc, du coup, j'ai eu très peur d'accoucher parce que j'allais retrouver ce corps que je n'aimais pas, tu vois. Et en fait, du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais j'ai continué à aimer mon corps même après. Et aujourd'hui, j'aime mon corps alors qu'il est beaucoup plus différent qu'avant et peut-être qu'il n'est pas aussi beau qu'avant, mais je l'aime comme il est. Et même avec, je me suis pris en photo, vous savez, les premiers mois de postpartum, etc. Et je voyais mon ventre, comme tu disais, le ventre de femme enceinte mais sans bébé. Et ben, je trouvais ça beau. Et en fait, je me trouvais bien. Et donc, en fait, du coup, tout a été plus simple. Donc, c'est pas forcément du négatif, c'est vraiment du positif pour le coup. Mais c'est bien d'avoir ce genre de témoignage aussi, ça change. C'est génial. Finalement, le fait d'avoir porté la vie, ça a été presque ta thérapie. Finalement, ça t'a réconcilié avec mon corps. C'est beau. Bah, j'ai réussi à me voir enceinte et nue devant un miroir en me trouvant jolie dans tous ses aspects, tu vois. Et après coup, et ben, je sais pas, ce mental-là est resté. Et du coup, aujourd'hui, je me vois différemment qu'avant, tu vois. Et ça fait du bien. Mais c'est trop bien. Moi, ce qui m'a vachement surpris sur mon corps, ça a été la douleur du postpartum. Étant donné que j'ai eu une super belle grossesse, c'est que, enfin, à part les 3 premiers mois où j'avais des nausées, etc., mais les douleurs postpartum, tu vois, je me revois, je me rappellerai toujours, à, je sais pas, 4-5 jours, quoi, de me baisser pour mettre le linge dans la machine, mais j'ai l'impression que tous mes points de suture s'arrachaient. Cette douleur-là, les couches, les fuites urinaires. Les fuites urinaires, c'est socialement, enfin, je veux dire, c'est l'enfer, quoi. Parce que t'as ta couche. On a dit qu'on enlevait tous les tabous, hein. T'as ta couche. Alors déjà, t'as plein de monde qui veut venir voir ton bébé. Bon, toi, t'es quand même en couche, hein. Voilà, alors t'essayes de la cacher du mieux que tu peux, avec le peu de fringues dans lesquelles tu rentres encore dedans, tu vois. Non, parce qu'on recontextualise. Bon, et puis en fait, j'ai des souvenirs où je me disais, allez, va faire pipi avant de sortir de la maison. Comme ça, t'as pas de fuite à l'extérieur. Et puis, mais on parle le temps de faire une course, une micro-course. Mais rien que ça me demandait une organisation et ça me rajoutait une charge mentale. Et je me disais, mais ça va être comme ça toute ma vie, en fait. Genre là, toute ma vie, mon corps a pris ça. C'est ça que c'est ce que tu dis, je trouve que c'est hyper important, c'est que sur le moment, on a l'impression que nos aspects négatifs, ils vont durer tout le temps. On a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, enfin la lumière au bout du tunnel, parce qu'on a l'impression que sur le moment, on vit un truc tellement choquant et différent et avec beaucoup de charge mentale comme ça, qu'on a l'impression que ça va être tout le temps comme ça, mais non. Alors, moi, j'en avais marre que les gens me disent « Manon, tout passe, t'inquiète pas, tout passe ». Je voulais vraiment les baffer quand on me disait ça. Mais en fait, c'est vrai. C'est vrai, ça passe. Et en vrai, maintenant, j'arrête pas de le dire à mes mamans, tu vois. Je dis « Ça passe, ça passe, ça passe ». C'est vrai. C'est marrant, tu parlais de la petite course, ça me fait penser à la première sortie seule, sans bébé après accouchement. Avec ma mère, je vais juste faire les courses en fait. Et c'était la sortie, comme si je sais pas où j'allais. Et donc on sortait et j'ai croisé un ami qui m'a forcément pas vue enceinte parce que c'était le Covid. Et là, il me dit « Ah, félicitations !» Je dis « Mais en fait, non, j'ai accouché. » la boulette. Pour vous, quel a été le plus gros tabou autour du postpartum ? Est-ce qu'il y a eu vraiment un tabou, quelque chose auquel on vous a jamais parlé ou... Il y en a beaucoup. Hein. Parmi les tabous, c'est... on ne parle pas en fait des conséquences de fatigue et de manque de sommeil et tout ça, et leur effet sur le couple, vraiment. Et sur soi-même, en fait. Parce que déjà qu'on dort mal et que la priorité, c'est pour bébé, et le fait qu'on soit ignoré par tout le monde, parce que tout le monde parle de bébé, personne ne prend de nos nouvelles à nous, en fait. Ils sont là, ils viennent, c'est bébé. Et moi ?
Comme si je n'existais pas. Il est passé à côté de moi. Mais vraiment, on passe, comme tu disais, de ah là là, enfin, tout le monde nous chouchoute et là, rien du tout, quoi. Donc, j'avais une seule collègue de travail qui est venue, qui m'a ramené un bouquet de fleurs. Elle m'a dit, on oublie souvent le mot. Mais merci, quoi. Oui, faites C'est des le cadeaux, seul truc maman. que j'ai reçu pour moi après accouchement. Sinon, les doudous, les machins, enfin, on en a. Ok, on fait la liste de naissance, On en parlait. mais tous ceux qui ramènent des cadeaux pour bébé, c'est le énième doudou que j'ai pour bébé, en fait, et rien pour nous. On n'arrête pas de le dire. Et quand il y a le manque de fatigue et l'incompréhension, pas de support autour, que ce soit parce que la famille elle est loin ou parce que les gens autour n'ont pas encore eu d'enfants, on ne peut pas leur imposer le truc parce qu'ils n'ont pas encore vécu. D'ailleurs, la première chose, quand je suis devenue maman, je me suis excusée auprès de ma copine qui a accouché avant moi. J'ai dit, désolée, je n'ai pas été là. Je ne savais pas, en fait. Même si elle avait ses parents, mais parce qu'elle a eu une dépression postpartum, elle m'en parlait, mais j'arrivais pas, en fait, à tout comprendre. Tant que tu l'as pas vécu, tu ne comprends pas. Vraiment. Mais ça, je suis trop d'accord avec toi. Et je pense que, tu vois, moi, j'arrête pas de le dire, arrêtez d'offrir des doudous ou des jouets aux enfants, offrez du repos aux parents, que ça soit des heures de ménage, un massage, si possible avec Manon, à la maman, ou tu vois, par exemple, des bons de traiteur. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai passé un an en Australie et j'étais très proche d'une femme qui était enceinte et qui a accouché pendant que j'y étais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que j'aille acheter un truc au petit. Et le premier truc qui me vient, à l'époque, j'avais pas d'enfant, et du coup, le premier truc qui me vient, c'est un doudou. Et en fait, j'en discute avec une collègue de travail là-bas, elle me dit, mais tu sais, ici, ça se fait pas trop. Je dis, ah bon, et tout. Alors, en fait, le postpartum en Australie, déjà, il n'y a pas de visite le premier mois. Personne ne rend visite. Mais magnifique. Les gens restent chez eux en famille. D'accord. Les cadeaux, c'est des bons chez le traiteur. Par exemple, tu offres une semaine de traiteur pour une famille de 4. La maman coche. Tel jour, je veux être livrée de ça. À telle heure, c'est livré devant ta porte. Tu n'as pas de vaisselle. Waouh. C'est dingue. Et ça, c'est genre commun. Mais c'est genre comme, c'est une liste de naissance en fait. Et les gens partent du principe que c'est les parents qui offrent à l'enfant. Par contre, les parents deviennent parents. Et c'est à ce moment-là, c'est à eux qu'il faut marquer le coup. Ils avaient aussi offert des heures de taxi parce qu'il y avait d'autres enfants. C'était une fratrie. Et du coup, pour amener les autres enfants à l'école. Donc, c'était un taxi qui venait chercher, qui amenait des heures de ménage. Mais offrez ça, en fait. C'est de ça qu'on a besoin. On s'en fout des doudous. Et si on n'a pas les moyens financiers, j'avais trouvé ça trop mignonne. J'ai une patiente qui a fait ça pour sa sœur. Elle lui avait fait des petites cartes avec des bons pour que tu prennes une douche et que je m'occupe de ton bébé. Mais franchement, les filles, la douche, on peut en parler. C'est la vie. Quand tu viens d'être maman, si tu arrives à être propre, déjà, je te parle pas de te faire un brushing et de te mettre de la crème, juste de te doucher. Mais ce sentiment-là, tu dis en vrai, je gère. Tu vois, j'ai géré la douche, Et d'ailleurs, pour reparler des tabous, du coup, en postpartum, il faut savoir aussi qu'il y a quand même 25% de couples qui se séparent dans les premiers mois de vie de bébé. Et je pense qu'un gros tabou quand même, c'est la sexualité et la perte de libido. Il y a plein de facteurs à ça. Le premier, c'est que ton corps est meurtri. Clairement, ton corps a pris cher. Tu as eu des points de suture. Si tu n'as plus de points, souvent les cicatrices sont encore très douloureuses. Souvent, ton périnée ne s'est pas encore remis. Tu n'es pas forcément à l'aise avec ton nouveau corps, comme tu disais, avec ton ventre qui est encore gonflé. Alors, quand tu allaites, que tu as la poitrine comme ça, prête à exploser, je peux te dire que tu n'as pas envie qu'on te la touche. Et en plus de ça, la chute d'hormones et la fatigue, la charge mentale et tout. Et effectivement, ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait que le couple prend une claque et puis tu deviens très vite des colocataires. Et c'est très mauvais, il faut vraiment essayer de se trouver un petit moment à deux. Alors, je sais que c'est très facile à dire et que sur le papier, voilà. Je ne dis pas forcément dans les premiers mois de vie, mais assez rapidement, que ce soit même le temps d'une sieste, de passer un petit moment à deux. Et il faut aussi éduquer les hommes. Les hommes à être un vrai soutien, un vrai pilier pour leurs femmes. Parce qu'en fait, il y a un moment où elles ne vont pas pouvoir gérer leur vie de femme, leur vie de maman. On demande quand même en France de reprendre le travail à 2 mois et demi, je rappelle, leur vie de salarié ou pas. Et tout ça comme si de rien n'était. Et puis la vie continue avec un corps qui est complètement meurtri et fracassé. Il y a un moment où il faut être logique. Le coparent est un pilier dans la famille. Et je suis certaine que le fait de soulager la charge mentale de sa femme, que ça soit en lui donnant
bah voilà, en lui offrant des heures de ménage s'il travaille et qu'il n'est pas capable de le faire. En offrant des heures de garde, en offrant tiens, va avec tes copines, va boire un verre, je garde le petit, ou voilà, en étant plus présent comme ça, mais ça fait tellement du bien au couple. Mais la maman, elle sort tellement la tête de l'eau à ce moment-là, ça lui fait tellement du bien. Et surtout, il faut continuer à dire aux femmes qu'on les aime et qu'elles sont belles et les féliciter, dire bravo, tu te rends compte de ce que tu as fait, bravo. Parce qu'en fait, c'est pas donné à tout le monde. Soit dit en passant, si c'était les hommes qui accouchaient. Non, mais déjà, ils ne seraient pas allés jusqu'au 9e mois de grossesse. Ah non, mais c'est sûr. Mais déjà, il y aurait beaucoup moins d'enfants. Je pense que la France serait dépeuplée d'ailleurs. Voilà. Et puis, Désolée les dames. Retour de congé mat au bout de 3 ans quand il rentre à l'école, le petit, parce que voilà, il y a un moment, il faut être lucide sur la réalité. Et du coup, Manon, toi, il y a un espèce de tabou auquel tu t'attendais pas par rapport à ton couple ou t'as pas forcément vécu ça? Si, moi, la sexualité, je m'y retrouve vachement. C'est-à-dire qu'on a fait bébé dans la meilleure période de notre vie. On venait de se marier, tout allait bien. Professionnellement, mon chéri, il avait trouvé sa place, etc. Et moi, j'étais en train de trouver la mienne. Enfin, bref, tout allait bien. Et bébé est arrivé. Et là, moi, la fatigue, comme tu disais tout à l'heure, la fatigue, en fait, à certaines années, c'était un souffre-douleur, tu sais, qu'on donnait de torture pour les prisonniers, la fatigue. Et donc, déjà ça, c'est énorme. Donc, du coup, tu reçois cette dose de fatigue, c'est ouf, c'est horrible. Et donc, tu es fatigué. Et donc, forcément, quand tu vas au lit, ton partenaire, il s'attend à ce que on ait envie de faire quelque chose. Mais en fait, ça ne se passe pas. Parce que, clairement, je me suis occupée d'un enfant toute la journée. Je suis fatiguée. Et puis, au-delà du physique que tu disais tout à l'heure avec les points, etc., il y a le mental, en fait. C'est-à-dire que tu ne te sens pas prête. Tu te sens ou tu ne te sens pas prête. Et tu ne te sens pas prête à le faire. Tu veux faire plaisir à l'autre, au partenaire, mais tu ne te sens pas prête physiquement à le faire. Bref, il y a tout ça qui fait. Et du coup, la sexualité, pour nous, ça a été une grosse claque. Ça faisait des années qu'on était ensemble. On est toujours ensemble, mais ça faisait 10 ans qu'on était ensemble et que tout allait bien. Et là, on a traversé une grosse vague de difficultés dans ce domaine-là. On m'en avait jamais parlé avant. Enfin, la sexualité, on m'en avait jamais dit. Gros tabou. On m'avait dit, enfin, le seul problème, on m'avait dit, ah mais tu reprends normalement au-delà de entre 1 mois et demi et 3 mois, tu reprends ton truc. Je disais, ok, why not? Mais après, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais moi, je pense que en fait, il faut réinventer la sexualité à ce moment-là. Déjà, il y a beaucoup de bébés qui sont en cododo. Donc forcément, ta sexualité n'est plus dans ta chambre, dans ton lit. Il y a un moment où il va falloir que tu te réinventes. Alors ce truc de, oui, faire l'amour le soir en allant se coucher, mais en fait, c'est plus possible parce que là, tu t'es tapé toute une journée à t'occuper d'un enfant. Tu es épuisé. Il y a un moment, il va falloir changer. Alors oui, ça peut être dans d'autres endroits de la maison. Vous allez vous découvrir autrement sexuellement. Mais ça n'empêche que cette sexualité-là, elle peut être toujours là. Mais là, il faut être un peu inventif, etc. Mais il faut surtout laisser du temps au temps et s'écouter, attendre d'être prête. Et c'est sur ça qu'il faut vraiment éduquer les hommes. C'est que moi, par exemple, en consultation, en thérapie de couple, j'ai beaucoup d'hommes qui me disent « Oui, mais moi, ma femme, elle vient d'accoucher, elle attend de moi de l'affection, des bisous, des câlins. Mais bon, après, moi, j'ai envie de faire l'amour, donc je préfère pas la toucher, pas l'approcher. » Mais non, en fait, elle a besoin de réconfort. Enfin, il faut faire la part des choses, en fait. La sexualité, c'est tout autre, ça reviendra. On ne dit pas que ça n'arrivera plus, ça reviendra. Mais il faut quand même laisser du temps à sa femme de s'en remettre, quoi. En plus, si tu rentres dans ce cercle vicieux-là, de ne pas faire de bisous, pas faire de câlins, parce que la personne va penser que tu vas du coup, tu fais rien et du coup, tu rentres dans un cercle vicieux. C'est encore plus pire. C'est nul, oui. Et avant même les bisous et les câlins, en fait, il y a la communication. Ouais. Parce que si on ne communique pas, si la nouvelle maman, elle vide pas son sac, que toi, tu n'es pas au courant. En fait, nous, on est sur le canapé, je lui ai dit un jour, j'ai pas envie de vivre avec quelqu'un qui ne sait pas ce que j'ai là et ce que je vis, en fait. C'est pas tu me vois faire les choses, tu me vois debout, tu me vois en bonne humeur, c'est que tu déduis que tout va bien. Non. Et en fait, je lui explique les choses. Des fois, pendant des heures, on parle et tout. Enfin, déjà qu'il faut trouver le temps que bébé dort, qu'il ne veut pas téter et tout. Mais en fait, c'est ces discussions longues parce que généralement, on n'a pas beaucoup de temps justement pour discuter. Et quand on discute rapidement, on reste en surface pour moi. Et moi, j'ai besoin d'aller
Je suis d'accord. En deep profondeur. en fait. Voilà, c'est allez, deep dive. On descend des sous-couches. Et quand je lui ai expliqué qu'il a compris que il faut que tu comprennes, que tu creuses en fait, même si j'ai pas, je parais un peu fatiguée ou sur les nerfs ou tu réponds, nanana, je suis pas bien. Mais essaie de chercher ce que j'ai derrière et je te le dis en fait, je te cache rien du tout, je vais te le dire, je vais tout dévoiler. Alors, je suis quelqu'un de très transparent, donc je te dirai tout. Je te dis même ce qu'il faut faire pour que j'aille mieux. C'est Joker, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il y a le mode d'emploi livré avec. Franchement, et là j'ai dit, n'hésitez pas aux copines et les mamans à dire de quoi vous avez besoin. Parce qu'en fait, des fois, on s'attend à ce que l'homme ou le papa, déjà que lui, tu parlais des 5% de dépression, merci, hein, je ne savais pas, que lui déjà, il vit des changements. Certes, ce n'est pas physique, certes, ce n'est pas hormonal comme nous, mais des changements, il parle peu, et nous, il n'y a que nous, ok, parce que ça passe par notre physique, donc forcément, on en souffre beaucoup plus, mais en fait, il faut lui expliquer, parce que lui, ce n'est pas passé par son physique, donc il ne peut pas l'imaginer. Comme moi, je n'ai pas pu l'imaginer pour ma copine qui a accouché avant moi, jusqu'à ce que je devienne maman. Et puis, il y a vachement ça aussi, je ne sais pas si vous avez vu dans le monde du travail, où, par exemple, une femme n'a pas de mode de garde ce jour-là, et elle dit, bon, je viens avec mon enfant au travail. Les gens, ils vont dire, oh là là, mais elle n'est pas pro, genre, elle ramène son enfant au travail, ça se fait pas. Un papa qui vient avec son enfant au travail, ouais. mais quel bon papa, mais non. Et là, il faut vraiment que les mentalités changent, en fait. On n'est plus là-dedans. Il faut vraiment sortir de ça et c'est ça qui va soulager la charge mentale des femmes. Et dans les toilettes, il n'y a que le change-bébé, c'est que chez les femmes. Oui, ça aussi, c'est pas normal. Il y avait une fois, on ne savait pas si c'était toilettes des femmes et des hommes. Et là, on me dit, il y a change-couche, c'est normal. Genre logique, c'est des toilettes des femmes. Pourquoi? Et si un papa, il est seul, il ne peut pas changer la couche de son bébé parce qu'il n'y a pas. Dernièrement, on était à Vienne, des deux toilettes, hommes, femmes, avec bébé. Et il y avait plein de papas qui sortaient seuls avec bébé des toilettes. Mais en France, on a un retard incroyable à ce sujet-là. Mais toi, Mira, du coup, tu es quelle origine? Tunisienne. Et est-ce que tu vois une différence? Parce que moi, j'ai toujours entendu que justement, dans les pays du Maghreb, c'était vachement plus avancé sur le postpartum, ou du moins que la maman de la maman venait passer du temps en général avec le bébé. Est-ce que tu vois une différence? Parce que moi, j'ai l'impression qu'en Europe, en fait, on est vraiment à la ramasse. Enfin, là, je parlais de l'Australie tout à l'heure, mais je parle même pas des pays d'Asie qui sont loin devant nous. L'hôtel postpartum. Voilà, exactement. Et aux États-Unis, d'ailleurs. Oui, voilà. Alors, effectivement, on a beaucoup de coutumes, des plats, des repas, des épices, les tisanes. On fait tout maison, enfin, en tout cas, ma mère de ma ville natale. Et je me rappelle, quand elle est venue, elle a posé sa valise, elle a ouvert. Mais waouh, c'est la caverne d'Ali Baba. Je te jure, il n'y avait pas de vêtements. Mais vraiment, j'ai dit, mais maman, elles sont où tes tenues? Elle me dit, je ne suis pas venue pour sortir, je suis venue pour m'occuper de toi. C'était vraiment trop mignon. C'était les épices, la tisane, enfin, tous les trucs pour me préparer à manger. Et je me rappelle, en fait, elle ne pouvait pas venir me visiter à la clinique. Elle me préparait à manger, la tisane, la soupe, tout. Et tous les jours, Amine, il sortait, il ramenait mon repas. Et moi, je laisse le plateau dégueulasse de la clinique. Je dis, tiens, c'est ton repas. Et moi, je prenais ce que ma mère me préparait, en fait. Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans ça parce qu'en Tunisie, il y a beaucoup de visites. Tu parlais, en Australie, non, ils viennent à la clinique. Carrément. T'as pas le choix. Elle venait d'accoucher, tout le monde est là à la clinique parce que c'est l'amour, on veut voir bébé, oui, certes. Mais en fait, il n'y a pas. Alors, de plus en plus, peut-être là, la mentalité commence à changer. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace déjà pour la femme pour comprendre ce qu'elle venait d'éprouver. Et il n'y a pas du tout de place pour le papa. Vu que la maison, elle est tout le temps avec les femmes autour. Certes, elles vont l'aider dans les trucs du quotidien, de la maison et tout, les repas. Mais le papa, il n'a pas sa place, en fait. Ça, je ne savais pas du tout, tu vois. Effectivement, c'est un inconvénient quand même. C'est un inconvénient. Et vous, du coup, quel conseil est-ce que vous donneriez aux femmes en postpartum? Tu commences? La liste a l'air longue, là. Lequel en premier, en vrai moi, je dirais de s'écouter au maximum et de lâcher prise sur plein de trucs, quoi. En fait, je trouve que la clé, c'est vraiment soi-même. On a l'impression que la clé en postpartum, c'est les autres. Mais en fait, c'est soi-même. Il faut s'écouter un maximum et sans faire attention aux préjugés, aux conseils des autres. On s'écoute et c'est la seule clé par rapport à son bébé, par rapport à soi-même, par rapport à tout, en fait.
et de lâcher prise sur plein de choses. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et toi, Mira? Mais moi, si je peux résumer en une seule phrase, je dis prends soin de toi, Ouais. maman, femme, parce qu'en fait, quand elle prend soin d'elle, on vient souvent me poser des questions sur bébé. Je dis, mais moi, je réponds sur la femme. Et même au début, je dis coach parentalité. Mais non, en fait, c'est coach maternité. Enfin, j'ai eu du mal à vraiment les faire comprendre que c'est la femme. Je parle à la femme. Ok, bébé, c'est le miracle de la vie. Bien sûr, on les aime plus que tout. Bien mais sûr. moi, je parle de toi, femme. C'est parce que si toi, tu vas bien, bébé va bien, ton couple va bien, la famille, elle va bien, et la société, j'ai envie de dire. Ouais. Mais vraiment. Oui. Parce que, et par prends soin de toi, ça englobe tout, en fait, le lâcher prise, comme tu dis, le fait de se préparer, mais en fait, le plus dur, de s'attendre à rien. Ouais, C'est vrai. ouais, c'est vrai. Mais on s'attend toujours à des choses, on met toujours des images. Ça peut venir des films, tu parlais tout à l'heure de la sexualité, parce qu'on était programmés dans toutes les scènes des films. Ils vont faire un resto, ils vont boire du vin, ils vont sortir ensemble, ils vont rentrer, ils vont faire l'amour la nuit. Et donc, la nuit, il n'y a rien. Donc, avec bébé, il ne se passe rien la nuit. Exactement. Donc là, tu dis, c'est fini, ma vie, mon couple et tout. Non, parce que tu as été programmé, c'est de faire ça que la nuit, que le soir. Et tu es fatigué, comme tu dis, bébé, il est là, il va se réveiller pour téter. Donc, non, tout l'amour, c'est pour bébé. Mais la journée, justement, il y a plein de choses à faire. Il y a la communication, il y a beaucoup de choses que tu peux avoir préparées, en fait. Au début, la communication dans le couple, pour qu'il puisse te faire des câlins et des bisous. Tu dis, OK, on a parlé, on va se faire des bisous et câlins. Et après, on passe donc à la suite. Mais tu peux pas tout de suite, de rien du tout, passer au lit. Non, bien sûr que c'est non. Ça, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça que de ne pas s'attendre et même si, en fait, on écoute tellement d'histoires autour de nous, ton histoire, elle sera unique. Ça, c'est vrai. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et après, j'ajouterais aussi une chose, c'est que le postpartum, ça peut s'anticiper et ça peut se préparer. Et ça, c'est très, J'ai très pensé ça important de le faire en amont, en fait. On le fait. Alors, là, je parle même pas de la parentalité et de l'éducation. Ça, normalement, c'est même avant de tomber enceinte, où il faut vraiment se mettre d'accord avec son partenaire sur des choses simples. Mode de garde. Est-ce que maman a envie de reprendre le travail ou pas? Est-ce que du coup, papa est d'accord pour que maman reprenne le travail ou pas? Enfin, moi, je vois encore à l'heure actuelle des couples qui me disent oui, nous, on est en total désaccord parce que tu comprends, elle veut reprendre le travail, mais mon mari il préfère que je reste à la maison jusqu'à ce que le petit aille à l'école. Bah, oui, mais ça, fallait peut-être en discuter avant. Et puis quand on dit oui, mais t'inquiète, financièrement, c'est papa qui assume. Ok, on parle de quoi là quand on parle de financièrement? On parle de se loger, d'avoir le frigo plein. On parle de maman va se promener et puis elle voit une petite robe toute mignonne chez Zara, est-ce qu'elle peut se l'acheter aussi? Enfin, il y a plein de sujets comme ça qui sont quand même fondamentaux et qu'il faut anticiper avant de tomber enceinte. Et tout ce qui est postpartum, il faut l'aménager au maximum pour soulager sa charge mentale en amont. Et j'ajouterais aussi qu'un bébé, on met quand même 9 mois à le faire. Il faut 9 mois pour s'en remettre. Il faut être douce, bienveillante envers soi-même. Les filles qui vont faire un footing avec le bébé en poussette comme ça, alors moi je les admire, hein, je les admire totalement. Mais en fait, ce n'est pas une réalité pour toutes les femmes. Et si on n'est pas dans cette case-là, il faut totalement se déculpabiliser de ça. On a besoin de temps, on prend le temps dont on a besoin. Et il y en a, ça peut même être plus. Déjà, tant que bébé ne dort pas, ne prenez pas de décision définitive. Tant que vous ne dormez pas, le manque de sommeil est un instrument de torture en temps de guerre. On ne le répétera jamais assez. Et ça, voilà, ça c'est des trucs que je pense qu'il faudrait vraiment que les nouvelles générations apprennent à vivre avec et surtout apprennent à le mettre en application. Voilà, dès maintenant, c'est fondamental pour les femmes et c'est même des choses qu'on devrait en fait apprendre à l'école. Je suis désolée, mais ok, tu veux être maman, va falloir que tu te poses ça comme question et que tu sois d'accord avec ça sur ton conjoint. Quel type d'éducation? Quelle religion vous voulez donner à vos enfants? Quelle est la place de la belle famille dans notre famille? Enfin, il y a plein de sujets comme ça qui sont fondamentaux. On en fera un autre podcast. Les sujets abordés. Juste une question pour toi, parce que c'est le chiffre qui m'a marqué. Tu parlais des 5% des papas. Oui. Comment tu traites ça? Est-ce que tu as eu vraiment des retours pour Alors, les papas? moi, je n'ai pas eu vraiment de papa en dépression postpartum. Ce sont les chiffres qui sont donnés. Mais je pense honnêtement qu'il y en a même plus. Et c'est très tabou. C'est très tabou chez les hommes. On va souvent avoir des hommes qui, après l'accouchement de leur femme, vont se réfugier dans le sport.
Dans le travail, ouais, je peux pas rentrer, là, j'ai travail. Oui, mais ce soir, je vais au paddle avec mes potes. Oui, mais j'ai foot. Oui, mais si, oui, mais ça. Et ce sont des signes, en fait, où clairement, quand il rentre à la maison, c'est tellement le chaos que là, son cerveau se dit « Ok, là, c'est trop pour moi. Mon rôle d'homme devrait de gérer ça, mais j'y arrive pas. Je m'échappe. » Et ça, c'est très fréquent et c'est pour ça qu'il faut impérativement éduquer les hommes à ça. Est-ce que du coup, vous voulez dire autre chose un peu sur le postpartum pour conclure tout ça? Parler des 9 mois, 9 in, 9 out, comme on disait en anglais, oui. Et je rajouterais les 2 ans, en fait. Il y avait une étude qui dit qu'il faut 2 ans pour un rééquilibrage hormonal, physique. Et je l'ai vécu 2 fois, donc pour le coup, pour ma fille, après mon fils. Et c'est vrai qu'après les 2 ans, on retrouve cette énergie vitale. Petit à petit, on a envie de faire autre chose, de passer vraiment le cap. Et, et je peux rajouter aussi le fait de ne soyez pas pressés à sortir au monde extérieur. En fait, c'est un cocon. C'est comme le processus d'un papillon, en fait. Et quand elle sort, elle est prête à s'envoler et elle a cette force. Et il y en a qui, malheureusement, on vit dans une société où tout passe à 1000 à l'heure. Et donc, on a envie de vite sortir de ce ou de ce sas qui est la maternité ou le postpartum vers la vie active. Et en fait, quand on sort, après, c'est cas par cas, mais quand on sort et qu'on n'est pas prête, on est très fragile et c'est trop speed pour nous. Et donc, ça correspond ni à notre condition physique, ni émotionnelle, on est très fragile pour cette entreprise, cette société qui va trop speed, que ce soit pour le retour au travail ou à la vie sociale ou à la vie active et tout. Donc, ne soyons pas pressés. C'est juste quelquefois, quand on tombe enceinte, même si on a beaucoup d'enfants, il y a un certain moment, on prend notre temps. Prenons le temps, vraiment. S'il y a une période de vie où on peut prendre le temps de ralentir, c'est cette période-là. C'est pour ça. Ouais, clairement. On n'est pas enceinte toute notre vie, on n'est pas en postpartum toute notre vie. Donc, il faut prendre le temps et savourer chaque instant, même si sur le coup, on se dit, mais ça paraît hyper long. J'en vois plus la fin et tout. Il faut vraiment prendre le temps de le faire parce que ça ne dure pas toute une vie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manon, toi, du coup, pour conclure sur le postpartum. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose ? On a encore beaucoup de choses à dire. Je trouve que le postpartum, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on pourrait avoir des milliers de témoignages différents. Comme tu disais, on est toutes uniques, donc chaque histoire est différente, tu vois. Mais au fond, tout ça, une globalité, c'est assez négatif au final. Mais sur le cœur de tout ça, il y a quand même vachement de positif. En fait, avec la nouvelle vie, on devient une nouvelle femme, tu vois. Et moi, grâce à ce postpartum-là, je me suis réinventée. Et je trouve que chaque femme que j'accompagne dans mon métier, elle se réinvente aussi à cette période-là, tu vois. Et du coup, il faut en profiter de ces moments hyper fragiles pour en fait réussir à se réinventer en tant que personne, personnellement, mais professionnellement. Enfin, c'est un petit cadeau, finalement, qu'on nous donne la vie, d'essayer de gravir les étapes petit à petit. Comme si c'est une renaissance, en fait. C'est une renaissance, exactement. C'est ça, c'est le mot. C'est vrai, c'est une très belle conclusion ce que tu dis parce qu'on a parlé quand même beaucoup des aspects négatifs, mais il y a aussi quand même des positifs qui sont tout simplement le fait d'être maman et d'avoir de merveilleux enfants. Donc oui, ça c'est une super bonne chose. Mais moi, pour conclure, j'aimerais rajouter quand même qu'il est très important d'être entouré de personnes douces et bienveillantes. L'entourage est fondamental à ce moment-là. D'ailleurs, en général, c'est pas pour rien et le cerveau et le corps humain est très bien fait. Quand on est enceinte, on fait beaucoup de tri dans son entourage déjà. Carrément. Et c'est pas pour rien. C'est pour vraiment laisser les personnes importantes autour de nous. Si jamais vous avez des doutes, mesdames, parce qu'on peut toujours avoir le doute, oui, est-ce que je suis juste en baby blues ou est-ce que je fais une vraie dépression? Il y a des tests qui sont des tests EPDS, je vous l'écrirai quelque part, qui sont tout simplement des tests pour savoir si vous faites une dépression postpartum. Si vous avez un doute, consulter un professionnel, c'est très très important de consulter des professionnels de santé, que ce soit sage-femme. Honnêtement, je sais que certains gynécos sont attentifs à ça, mais pas tous. Mais consulter des psychologues, des psychanalystes, des professionnels de la petite enfance, des coachs, peu importe les personnes, mais parlez-en, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte aussi, un sujet dont on n'a pas parlé, ce sont les pensées intrusives. Si vous en avez, n'ayez pas honte, sachez que c'est normal. Les pensées intrusives,
ça va être, je vous donne un exemple très global, j'ai mon bébé dans les bras, ok, là si je le lâche, qu'il tombe, qu'est-ce qui se passe? Là, votre cerveau est en train de se dire ça, vous vous dites, mais je suis complètement folle. Non, c'est normal. Et ça aussi, on n'en parle pas, c'est tabou. On aurait dû mettre ça dans le sujet, tabou d'ailleurs. Mais voilà, ce sont des choses quand même qui sont importantes et dont il faut parler. Non, mais voilà. c'est pour ça, il y a tellement de trucs à dire que tu trucs. vois. Il y a trop de trucs. Ouais. Mais en tout cas, je pense que pour ce podcast, on a déjà été pas mal en profondeur. Si vous avez des questions ou des choses à nous dire, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Et en attendant, je vous remercie les filles d'avoir été là aujourd'hui. Je suis trop contente et je suis trop contente de ce premier épisode. Et voilà. Bravo à vous. Oui.